Voilà, donc c'est en ma qualité de premier avocat général à la première chambre civile de la Cour de cassation que j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Première chambre parce que c'est elle qui traite les contentieux de toutes les questions de société et notamment de filiation. Je vais d'abord vous dire quand même quelques mots sur ce qu'est un avocat général à la Cour de cassation, car j'imagine que si j'interrogeais certains, à peu près personne ne saurait, car même les juristes ont beaucoup de mal à savoir ce qu'est un avocat général à la Cour de cassation qui n'est ni avocat ni général. C'est un magistrat qui fait partie du parquet général de la Cour de cassation et qui doit donner son avis dans tous les dossiers qui sont soumis aux magistrats du siège de la Cour de cassation, c'est-à-dire les conseillers. Cet avis, il le donne en toute indépendance, il ne dépend pas du pouvoir exécutif et il ne dépend pas non plus de sa hiérarchie. Donc c'est en quelque sorte un avocat de la loi, une espèce de jurisconsulte qui doit non seulement éclairer la Cour sur les questions juridiques, mais également qui doit faire l'interface avec la société civile et consulter, lorsqu'il y a des grands enjeux, qui doit consulter les experts de la question qui va être examinée à la Cour de cassation et pour retransmettre au magistrat du siège tous les éléments qu'il a pu recueillir sur cette question. Alors, vous pouvez facilement imaginer que s'agissant de la question que nous allons examiner maintenant, c'est-à-dire celle de la gestation pour le compte d'autrui, c'est une question qui suscite des débats très vifs, très houleux, même au sein de la Cour de cassation, puisque nous devons répondre, en qualité de juriste, bien sûr, à un enjeu de société qui met en cause la définition même de la filiation. Comme le souligne très justement l'anthropologue Maurice Godelier, les 30 dernières années auront été les témoins d'un véritable bouleversement de la parenté et des idées mêmes sur la parenté. Et définir ce qu'est la filiation devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué avec les progrès de la biologie et le développement de toutes les nouvelles techniques de reproduction. Alors, de telles mutations ne pouvaient que conduire le législateur et le juge, qui sont les deux acteurs déterminants dans l'adaptation du droit à l'évolution des mœurs, à s'interroger sur l'opportunité d'un nouveau pacte de la filiation. Quelle place, en effet, accorder au biologique, au social, au psychosocial, dans la définition même de la parenté? Car, comme cela vous a été dit ce matin, jusqu'à maintenant, dans notre pays, eh bien, le droit de la filiation reste fondé sur ce vieil adage romain, mater, semper, certa est, c'est-à-dire c'est la mère qui est celle qui accouche. Une définition simple, qui était à la portée de tout le monde. Je vais d'abord rapidement évoquer avec vous le contexte juridique de la question de la gestation pour le compte d'autrui, telle qu'elle se pose dans notre pays, c'est-à-dire en droit interne, disent les juristes, car il est nécessaire, cet exposé rapide est nécessaire pour la compréhension des décisions de la Cour de cassation. Préliminairement, je voudrais vous dire qu'au plan juridique, la gestation pour le compte d'autrui peut se définir comme toute situation dans laquelle une femme, appelée la mère porteuse, accepte de mener une grossesse pour une ou plusieurs personnes et accepte de se détacher de l'enfant à la naissance au profit de ces dernières qui seront qualifiées de parents commanditaires. Mais plusieurs situations peuvent se présenter selon l'origine de l'embryon et elles entraînent bien sûr des conséquences différentes du point de vue de la filiation biologique, selon bien sûr que la mère a été inséminée par le père, d'intention, qui devient le père biologique, ou au contraire que c'est uniquement
avec des ovocytes, enfin je n'entrerai pas dans tous les détails, que les médecins connaissent beaucoup mieux que moi, et vous en avez parlé ce matin. En tous les cas, selon ces situations, elles ont des conséquences sur le droit civil. Alors, c'est à la fin des années 80 que, pour la première fois, la justice française a été saisie d'une affaire qui posait la question de la validité d'une convention de mère porteuse. Il s'agit de la célèbre affaire, célèbre en tous les cas pour les juristes, Alma Mater. Un couple stérile avait eu recours en France à une mère de substitution par l'intermédiaire de cette association Alma Mater. L'enfant avait été déclaré comme né du mari et le couple avait formé une demande d'adoption plénière. Cette demande avait été refusée par le tribunal et, contrairement au premier juge, la Cour d'appel l'avait acceptée. Donc la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi et avant de statuer, elle a tout d'abord souhaité procéder à l'audition du professeur Jean Bernard, qui était alors le président du comité consultatif d'éthique. Après cette consultation, la Cour de cassation s'est réunie en assemblée plénière, c'est-à-dire la formation la plus solennelle, et elle a cassé la décision de la Cour d'appel dans un arrêt de principe, le 31 mai 1991. Et que dit cet arrêt de principe ? La convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à la naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. Et la Cour a ajouté, attendu que pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant X par Madame Y, la Cour d'appel retient qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a été accueilli et élevé au foyer de monsieur et madame Y pratiquement depuis sa naissance. Qu'en statuant ainsi, dit la Cour de cassation, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que portant atteinte au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption. La Cour d'appel a violé les articles, etc. Je vous dispense des textes que vous ne pouvez pas connaître. Donc ce premier arrêt, qui est très important, est un arrêt fondateur de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet, et il a proclamé l'illicéité de l'adoption plénière de l'enfant né d'une mère porteuse. Alors, c'est dans ce contexte que le législateur est intervenu par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, et cette loi a entériné la position de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et elle a posé le principe de l'interdiction, de la prohibition de la gestation pour le compte d'autrui en adoptant l'article 16.7 du Code civil. Que nous dit cet article ? Vous allez le voir, il est très clair. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Et l'article 16.9 ajoute « Cette nullité est d'ordre public », ce qui veut dire qu'il s'agit d'une nullité absolue et qu'elle peut être invoquée par tout intéressé ainsi que par le ministère public. Le législateur de 1994 ne s'est pas contenté de reprendre la position de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation puisqu'il a également créé une incrimination pénale, cette fois spécifique, en ajoutant à l'article 227.12 du Code pénal, dans une section intitulée « Atteinte à la filiation », un article qui nous dit « Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner son enfant né ou à naître est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, et ces peines sont portées au double pour ceux qui s'entremettent
entre la mère ou le couple désireux d'accueillir un enfant. Donc vous le voyez, la prohibition de la gestation pour autrui est et reste un principe qui est légalement affirmé et qui est pénalement sanctionné. Ces dispositions n'ont pas été remises en cause lors de l'examen de la loi de 2004 relative à la bioéthique, pas plus d'ailleurs que lors de l'examen de la loi bioéthique du 7 juillet 2011, alors même pourtant que la question avait été posée clairement par un député. Et enfin, dans la très récente loi que nous connaissons tous du 17 mai 2013, qui ouvre le mariage aux couples du même sexe, le législateur n'a toujours pas souhaité lever cet interdit. Donc, à l'heure actuelle, le législateur français a fait le choix du maintien de la prohibition de la gestation pour le compte d'autrui. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la France est isolée dans ce choix ? Examinons quelques exemples de droits comparés. Conformément à la France, une nette majorité d'États de l'Union européenne interdit à ce jour les conventions de gestation pour le compte d'autrui. À l'échelon mondial, on constate que selon les pays, les positions peuvent être classées en 3 grandes tendances. Première position, l'interdiction, c'est la France. Deuxième position, l'absence d'interdiction aussi bien que d'autorisation, la pratique se développant alors en dehors de tout cadre législatif. C'est le cas dans un certain nombre de pays, notamment dans les pays sous-développés et notamment en Inde. Troisième position, l'autorisation expresse de la gestation pour le compte d'autrui, c'est-à-dire cette fois avec un encadrement législatif, en général assez strict, et notamment pour tout ce qui concerne les conditions de validité de l'accord, de la convention, du contrat, les droits parentaux, la rémunération des mères porteuses, etc. Et c'est le cas notamment en Californie ou dans certains États américains. Je crois que cela a été dit ce matin et j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Les pays qui autorisent en général la gestation pour autrui, ce sont ceux qui ont une tradition de common law, alors que les pays de droit latin, comme le nôtre, dans ces pays-là, l'admission est beaucoup plus rare, et cela s'explique pour ceux qui sont des juristes, et surtout des juristes en matière de droit international, cela s'explique fort bien, mais ce n'est pas le lieu de rentrer dans ces explications. Très récemment, une étude comparative approfondie, très intéressante, a été réalisée à la demande du Parlement européen et je vous conseille de vous y référer sur le portail du Parlement européen sur la gestation pour le compte d'autrui. Ce rapport s'inquiète des risques actuels liés à un marché noir mondialisé, je cite, de la gestation pour le compte d'autrui, et il souligne la nécessité de rechercher la définition de règles communes garantissant le respect des droits de la mère porteuse, de sa santé, de sa sécurité, et tout particulièrement dans les pays sous-développés. Alors, au regard du veto du législateur français que je vous ai expliqué, certains de nos concitoyens ont naturellement cherché à contourner cette législation. Et après s'être rendus dans des pays qui autorisent la gestation pour le compte d'autrui, ils ont souhaité faire reconnaître par le droit français un lien de filiation avec ces enfants issus d'une GPA. C'est ainsi que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer en 2011 sur 3 affaires, sur la question des effets pouvant être reconnus en France au regard de notre droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui avaient été réalisées donc, dans les pays où ces conventions sont licites. Dans les 3 cas, il s'agissait d'époux français ayant conclu conformément au droit étranger, il s'agissait de l'État de Californie et de l'État du Minnesota, une convention de GPA homologuée par le juge étranger. Ces conventions prévoyaient qu'après la naissance de l'enfant,
ces couples seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers être les parents des enfants nés d'une mère porteuse américaine. Ces actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres de l'état civil français, le ministère public, qui est chargé de la surveillance de l'état civil, a demandé l'annulation de leur transcription pour contrariété à l'ordre public international français. En effet, il faut savoir que l'article 336 du Code civil, selon cet article, la filiation qui est légalement établie, eh bien, elle peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou encore, dit le texte, en cas de fraude à la loi. Alors, quelles ont été les réponses apportées par la Cour de cassation ? Était-il ou non possible de reconnaître ces situations réalisées à l'étranger selon une loi étrangère contraire au droit français ? Par 3 arrêts rendus le 6 avril 2011, la Cour de cassation a affirmé, en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, nulle d'une nullité d'ordre public au terme des articles 16.7 et 16.9 du Code civil. Donc, dans ces 3 cas, la Cour, s'inspirant de l'arrêt d'assemblée plénière de 91, a annulé ou refusé les transcriptions en France en considérant que la conception française de l'ordre public international s'y opposait. Très récemment, puisqu'il s'agit d'affaires qui sont venues à l'audience du mois de septembre dernier, la Cour a de nouveau été saisie de 2 cas concernant cette fois la transcription d'actes de naissance d'enfants qui étaient nés de mères porteuses indiennes, à la suite de conventions de gestation pour autrui qui étaient conclues par des homosexuels. Avant la naissance de ces enfants en Inde, ils avaient effectué en France une déclaration préalable de reconnaissance de paternité devant l'officier d'état civil français. Dans l'un des cas, c'est le ministère public qui contestait la transcription de l'acte de naissance de 2 jumeaux, et dans le deuxième cas, c'est le père qui contestait la décision de la Cour d'appel qui avait refusé d'ordonner la transcription des actes de naissance de l'enfant et qui avait en plus annulé la reconnaissance de paternité qu'il avait faite auparavant en France. Donc, par 2 arrêts du 13 septembre 2013, la Cour, toujours au visa des articles 16.7 et 16.9 du Code civil, a de nouveau affirmé qu'en l'état du droit positif est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, lorsque la naissance est l'aboutissement en fraude à la loi française d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des articles 16.7 et 16.9 du Code civil. Et dans l'un des pourvois, la Cour a ajouté « L'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi fondée sur l'article 336 du Code civil n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le vrai père, enfin la Cour dit ça dans les termes plus juridiques, le vrai père de l'enfant, ayant caractérisé la fraude à la loi commise par M. X, la Cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance paternelle devait être annulée. » C'est-à-dire que peu importe que la gestation pour autrui traduise la réalité biologique, dès lors qu'elle a été réalisée en fraude à la loi française, la fraude empêche qu'elle produise ses effets sur le territoire français. Alors pour bien comprendre ces arrêts, il faut examiner quels en sont les fondements juridiques sur lesquels s'est appuyée la Cour de cassation. C'est tout d'abord, vous l'avez entendu, la fraude qui est stigmatisée par ces arrêts.
En effet, selon la jurisprudence, la fraude en droit international privé est caractérisée lorsque les parties ont régulièrement modifié un rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement applicable. C'est la définition qu'en donnent les manuels de droit. Qu'en était-il dans ces deux affaires qui ont été soumises à la Cour de cassation? Dans chacune d'elles, nous avions une femme indienne qui n'avait aucune intention de devenir mère, puisque la Convention prévoyait qu'elle devait abandonner l'enfant dès sa naissance, a été inséminée artificiellement avec le sperme d'un Français pour que ce dernier devienne père sans relation sexuelle et sans avoir à respecter les règles de la filiation et de l'adoption du droit français, le but étant d'obtenir un nouveau-né procréé au mépris des règles de l'article 16.7, des articles 16.7 et suivants du Code civil. La fraude était donc manifeste au regard du droit français. Le deuxième fondement juridique avancé par la Cour de cassation, c'est celui de la transgression des principes essentiels du droit français, nous dit-elle. De quel principe s'agit-il? Il s'agit en premier lieu du principe de la dignité de la personne humaine, principe de valeur constitutionnelle, et l'article 16 du Code civil interdit en effet toute atteinte à la dignité de la personne et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. C'est également le principe de l'indisponibilité du corps humain, qui est traduit, lui, par l'article 16.1 de notre Code civil. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Or, le principe même de la gestation pour le compte d'autrui institue une mise à disposition et une instrumentalisation du corps des femmes, portant atteinte à leur dignité en les dépossédant de leur vie organique, sans même évoquer ici l'aspect mercantile sur lequel il y aurait beaucoup à dire, surtout quand on sait que ce sont les plus faibles qui sont les premières proies de tous les marchés humiliants, marché du sexe, marché des organes, marché des enfants. C'est donc au regard de ces principes considérés comme essentiels par la Cour de cassation qu'elle a considéré que la gestation pour autrui était contraire à l'ordre public international français. La Cour s'est bien sûr aussi penchée sur l'intérêt de ses enfants, ainsi procréés. Alors, quand on parle de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un concept qui est bien souvent mobilisé par les partisans comme par les adversaires de la GPA. Et il n'est pas facile de discerner clairement quel peut être l'intérêt réel de ces enfants issus de mères étrangères dans des conditions souvent douloureuses qu'on connaît. J'ai exercé moi-même très longtemps la fonction de juge des enfants et je sais combien l'appréciation de l'intérêt d'enfant est une notion qui peut paraître subjective. Une autre question se posait, pouvait-on dissocier juridiquement le sort du contrat illicite de la gestation pour autrui du statut des enfants qui en sont issus? Se pose enfin la question de savoir si l'intérêt de l'enfant coïncide nécessairement avec l'accomplissement de la volonté des adultes. Dans toutes les affaires dont je vous ai parlé, les parents commanditaires ont invoqué devant la Cour de cassation et devant toutes les juridictions d'ailleurs pour faire reconnaître leur lien de filiation sur le territoire français. Ils ont invoqué les dispositions d'abord de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Et ils ont également invoqué l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. En réalité, et je pense que je n'étais malheureusement pas là, mais que vous l'avez dû l'évoquer ce matin avec l'intervenante qui vous a parlé de la Cour européenne, la Cour européenne s'attache dans toutes ces affaires à une appréciation in concreto et non pas in abstracto de chaque situation.
Elle se refuse à prendre des positions de principe et elle considère que les juges doivent examiner au cas par cas si, par exemple, le refus de transcription des actes d'état civil étrangers de ses enfants ou l'annulation de la reconnaissance préalable de paternité ont privé réellement, c'est-à-dire, je le répète, in concreto, les demandeurs de leur possibilité de vie familiale. En France, qu'en est-il? Les enfants qui sont nés à l'étranger et qui vivent en France avec leurs parents d'intention ne perdent bien sûr pas, leur état civil d'origine. Comme tous les mineurs qui sont sur le territoire français, ils bénéficient sans aucune discrimination de toutes les mesures de protection, d'assistance pour les actes de la vie quotidienne, accès à l'instruction, aux soins, aux structures sociales. Quand on vit au quotidien avec un enfant, on ne vous demande pas sans arrêt de produire votre état civil. Et si on vous le demande, eh bien vous avez l'acte d'état civil de l'enfant qui est né soit à Mumbai, soit en Californie, etc., comme beaucoup d'enfants qui sont nés à l'étranger. Donc c'est au vu de ces éléments que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 6 avril 2011, a estimé que l'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance établis en application des jugements étrangers à la suite d'une GPA, je cite, ne privait pas, nous dit-elle, les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni ne les empêchait de vivre avec les époux X en France. Qu'une telle annulation ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, au sens de l'article 8 de la Convention européenne, non plus qu'à leur intérêt supérieur, garanti par l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et dans les arrêts de septembre dernier, la Cour a estimé que la fraude à la loi, cette fois, qui avait été établie qu'en présence de cette faute, ni l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3, ni le respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8, ne pouvaient être utilement invoqués par les demandeurs qui devaient donc assumer les conséquences de leur fraude. Alors, il est temps que je conclue. Toutes ces décisions, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, elles ont été largement commentées par la doctrine. Elles font l'objet, et c'est tout à fait normal, soit de vives critiques, soit de commentaires élogieux, selon les choix des uns et des autres. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, si la gestation pour le compte d'autrui doit un jour être autorisée, c'est au seul législateur et non pas au juge qu'il appartiendra de lever la prohibition de la maternité pour autrui. Et c'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation a souhaité dire, puisqu'elle a commencé à chaque fois ses décisions, ses arrêts, par la formule « en l'état du droit positif ». Et enfin, cette fois je conclus réellement, comme nous sommes dans une journée où le programme s'intitule l'éthique, et que l'éthique doit dominer cette journée, je ne peux pas manquer de vous rappeler que dans son avis sur la révision des lois de bioéthique du 6 mai 2010, le Comité national consultatif d'éthique s'est déclaré favorable au maintien de la législation actuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.